Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. J'aime ça, cette petite ritournelle-là. On est à Québec, on est au Québec. Comment allez-vous cette semaine, chers amis? Cette semaine, écoutez, on a un gros programme. Gros programme. On va parler d'actualité en intelligence artificielle. C'est le printemps, on enregistre le 30 mars, mais j'avais prévu de publier cet épisode-là la semaine prochaine, mais l'actualité est telle que je pense que je vais publier ça dès ce jeudi, donc aujourd'hui, 30 mars. Plusieurs sujets d'actualité, je vous en parle un peu plus tard, mais j'ai invité mes collaboratrices et collaborateurs préférés pour parler de tout ça, parler de GPT-4, c'est sûr qu'il va falloir en parler. Ça fait quelques semaines que c'est sorti. Il y a le Bard de Google qui a finalement vu le jour. Et il y a aussi cette petite nouvelle. Et par petite, je veux dire une grosse bombe médiatique. En tout cas, ici, ça prend beaucoup de place dans les médias. Donc, un moratoire demandé par les grandes figures marquantes de l'intelligence artificielle. Donc, ça a été publié dans les médias hier, jeudi 29 mars. Donc, c'est un sujet imposé. Puis on va en parler à la toute fin de ce podcast parce qu'on a d'autres sujets d'actualité, mais en même temps, je sais que ça vous intéresse. Puis rassurez-vous, on a prévu une belle partie pour vous pour discuter de ces enjeux et pour discuter de tout ça et de plein d'autres sujets d'actualité. Ils sont trois aujourd'hui, donc grosse équipe. Le premier qui ne teste pas à la COVID, mais qui teste plutôt GPT-4 pour nous. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien, vous autres? Yes, tu t'amuses bien avec GPT-4 pendant que Caro teste à la COVID? Oui, je l'étrive en masse. Je fais des tests, j'essaie de créer des sous-modèles de personnalités publiques. Ça fonctionne assez bien. Je prévois vendre ça à Québécois assez rapidement. J'ai vu ça. Très belle idée. Donc, on forme GPT-4 pour qu'il prenne un petit peu schizophrène. Là. Il prend la voix d'une personnalité publique puis il répond à nos questions. Vraiment, vraiment drôle de voir ça. La deuxième, la juriste la plus cool de France. C'est comme ça que j'ai pensé de présenter. Yes. Shirley Plumerin est là. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va et toi? Yes. La troisième, sociologue, qui rêve toujours d'entrepreneurs qui rêvent de moutons électriques. Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, et vous? Yes. Bien hâte de vous entendre tous les trois sur les nombreux sujets qu'on a aujourd'hui. L'actualité, elle est riche, elle est généreuse pour nous. Commençons, en fait, je vais commencer avec en vous imposant un sujet qui me passionne ces temps-ci. J'aurais envie de vous entendre sur les outils là, qui sont là en ce moment. Là. Ça fait un bout qu'on ne sait pas parler en direct comme ça. Donc, ChatGPT, il faut en reparler un peu quand même. GPT-4, Bard qui est aussi là, Llama, donc ils sont tous là. GPT-4 qui est sorti depuis 3 semaines, donc plusieurs chanceux comme Fred ont déjà eu la chance de tester l'outil. Bard de Google qui est là aussi, toujours en version bêta d'ailleurs sur invitation depuis le 6 février, à moins que ça ait changé. ChatGPT qui a été intégré au moteur de Microsoft Bing. Je pensais jamais utiliser Bing, mais là, je pense que je vais le tester de temps en temps. Puis chez Google, on prévoit aussi très bientôt intégrer Bard au furteur Chrome. Donc, Llama de Meta a aussi fait son entrée, sa montée au jeu, comme on dit au foot. Combat de titans des LLM, donc en grande compagnie, ça joue du coude, puis on essaie de savoir qui a le plus de milliards de paramètres, gérer tout ça en même temps, qui est le plus performant. D'autres ciblent plutôt la sobriété, je dirais, là, avec un nombre de paramètres un peu plus humble, puis on tente de démocratiser, c'est leur expression, le Llama de Meta. Là. Donc, démocratiser la recherche dans ce domaine. Bien hâte de voir. Vous, avez-vous testé un peu ces outils? C'est quoi que vous en pensez, Fred? Commençons par toi, parce que tu as l'air d'avoir une longueur d'avance.
Je suis plutôt mitigé en fait face à ces outils-là. Mon souhait, c'est de voir l'espèce de ballon médiatique se dégonfler, puis qu'on se mette à en parler correctement. Je lisais dans le Devoir cette semaine un des chroniqueurs qui disait que ces modèles-là, les LLM ou les modèles fondationnels, les modèles de langage comme ça, allaient nous rendre meilleurs. J'en ai vu un autre, allaient nous rendre meilleurs, rien de moins. J'en ai vu un autre dire que ça allait faire exactement comme le guichet automatique, que ça allait créer des emplois puis amener une nouvelle ère de productivité. Tu sais, on est tout le temps un peu dans ce genre d'imaginaire-là, en fait, là, Ouais. qui est un imaginaire qui est pratiquement piloté d'en haut. Puis là, je veux pas vous faire de moi un conspi, mais qui est pratiquement piloté d'en haut par ces compagnies-là qui font du lobbying derrière des portes closes, souvent pour ce qui est des grandes institutions de réglementation, entre autres, là, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, puis qui font tout forcément pour faire en sorte qu'il y a des espèces de spin marketing pour qu'on imagine que ces outils-là sont intelligents alors qu'ils ne sont pas du tout, que ce sont des intelligences artificielles généralistes alors que c'est pas le cas, même si on peut les appliquer sur plein de possibilités ou sur plein d'applications, si on veut. Bref, il est présent à peu près tout le temps de cette façon-là, puis avec des petits tours de passe-passe, des fois, qui sont pas tout à fait honnêtes. Par exemple, OpenAI a sorti, peut-être que vous en avez entendu parler, là, l'espèce de comité qui s'occupe de voir si, d'évaluer si GPT-4, par exemple, pourrait être utilisé pour avec des mauvaises intentions pour accumuler du pouvoir ou des ressources dans le but de commettre des actes criminels ou ce genre de choses-là. Puis, dans les tests qu'ils ont fait, ils ont demandé à ChatGPT de commander des produits chimiques, par exemple, ou de demander à un opérateur humain de passer un code comment ça s'appelle donc un code CAPTCHA, par exemple. Avec ChatGPT, on demandait à ChatGPT d'appeler un être humain sur une plateforme de travail comme Fiverr, entre autres, dans ce cas-là. Puis là, on demandait à l'humain de décoder le CAPTCHA. Fait que l'idée, c'était de voir si, évidemment, l'intelligence artificielle, ce modèle-là avait ce qu'il faut, qu'on pouvait l'utiliser pour créer une boucle de renforcement qui allait amener à l'accumulation de pouvoir ou de ressources dans le but de commettre un acte criminel. Puis, ils ont laissé ça planer. Fait que la façon dont c'est sorti dans les médias, c'est soudainement, ChatGPT est assez intelligent pour être capable de communiquer avec un opérateur humain, etc. Puis quand on va voir les prompts qui ont été utilisés pour faire ça, c'est piloté bout à bout. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Là. Il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est dans un environnement contrôlé, mais OpenAI a jeté ça là, puis il n'a rien ajouté, puis ça s'est mis à virer. Puis là, on s'est dit, tiens, l'intelligence artificielle commence à devenir fine. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il commence à avoir des discussions sur l'encadrement de l'IA. Fait que j'ai une espèce de mouvement de recul. Surtout compte tenu que les comités d'éthique de Microsoft, on le sait, de Google et de Twitch très récemment, ont été dissous. Puis qui sont de plus en plus remplacés par des équipes d'ingénieurs. Ce qui fait que il y a comme là une espèce de glissement. On est en train, si on veut, je trouve, là, de peut-être... puis là, je veux pas être dramatique, là, mais c'est un peu comme si on était en train de perdre le levier éthique dans ces compagnies-là, puis que tranquillement, pas vite, le discours public perdait de la force au profit de ceux qui ont une expertise technique. Donc, on retrouve des ingénieurs qui sont de plus en plus souvent qui sont là pour faire des tests, par exemple, pour faire des évaluations de l'incidence algorithmique ou pour faire des évaluations de risque. Puis ça, c'est des experts, des expertes avec une expertise fine. Puis là, on est pris pour discuter avec eux autres d'explicabilité, de transparence, bref, de plein de concepts comme ça qui, dans le contexte d'intelligence artificielle, posent des problèmes. Puis ça, c'est notamment dû à cause de l'espèce de hype permanent qu'il y a autour de cette chose-là. Puis la lettre dont on va parler tantôt, la lettre ouverte qui a été signée entre autres par Yoshua Bengio puis par Elon Musk, corrige pas ça. C'est un bon départ, mais ça ajoute encore une fois cette espèce de hype-là qu'il faut dessouffler, qu'il faut être capable d'aller voir au-delà de ça, parce que tant que ça reste hypé comme ça, on n'a pas de levier politique pour intervenir sur les géants de la tech. Ah oui, ça, on va y revenir. C'est pour ça, je m'amuse beaucoup avec GPT-4, là, mais j'ai des compétences en amont qui me permettent de tester ce que je fais avec, de faire ça dans un environnement contrôlé, etc. Je suis pas sûr que ce soit grand public tant que ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus que politiquement parlant, collectivement parlant, tant qu'on est dans ce hype-là, tant qu'on est dans le battage médiatique, on n'a pas de force pour discuter puis pour mettre au pas ces grandes compagnies-là. Oui, on va y revenir un peu plus tard de ce... Le hype, là, c'est un gros sujet, pas juste dans cet épisode-ci, mais dans le prochain épisode aussi. Shirley, est-ce que tu as testé ces outils-là un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, à dire à propos de ça? Ouais, moment confidence. Je sais pas si je suis fière ou pas.
de vous annoncer ça, mais j'ai tenu jusque-là à ne surtout pas les tester. Voilà. Voilà. Bon, si je suis parfaitement honnête avec vous, en fait, ce que je fais, par contre, je les teste pas moi-même, mais je prends mon paquet de popcorn et je regarde par-dessus l'épaule de copains et copines qui s'en servent. Ah oui. Voilà. C'est juste donc, d'explorer les réseaux sociaux pour voir d'autres il suffit, ouais, utiliser. totalement. Ouais, que ce soit via les réseaux sociaux avec tous les tests qui sont faits ou les tests, ou alors même des amis en direct. On l'a testé un soir. C'était pas moi qui avait le clavier entre les mains, qui a posé les questions, mais voilà. Moi pour le moment, je regarde ça. J'essaie de regarder ça avec un petit mouvement de recul et cette hype dont Fred parlait là juste avant, ça m'a fait penser moi à il y a quelques années. Il y a longtemps maintenant. Quand j'étais à la fac, je me souviens on sortait d'un cours de droit pénal en plus. Et j'avais un copain de la fac qui s'amusait. Alors c'était pas OK Alexa déjà, mais c'était OK Google, je crois. OK. OK Google, dis-moi c'est quoi. Faut pas le dire trop fort, sinon mon ordinateur là-bas il va ouvrir. Ouais. OK, d'accord. OK Google, c'est quelle est la meilleure manière de cacher un corps après un meurtre ou des trucs comme ça. Et en fait. Je me souviens de toute cette période-là, et même avec Alexa, j'en avais parlé une fois dans un précédent épisode, avec les challenges qui avaient dérapé un petit peu avec une gosse qui avait été incitée par Alexa à mettre une fourchette, je crois, dans une prise électrique, enfin un truc complètement délirant, quoi. Complètement délirant, oui. Et toute cette... en fait, on n'a jamais... on surfait sur ce truc un petit peu bizarre de c'est grave, mais c'est trop rigolo. On se promène entre les deux, hein. Ouais, on se promène entre les deux. Puis là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même mouvance. Bon, à un niveau carrément supérieur là, parce que, enfin, ça a quand même ChatGPT et Tutti Quanti là ont des impacts de plus en plus forts. Ouais. Mais du coup, on se sort pas de ce mouvement-là, je trouve, depuis des années maintenant, et on n'arrive pas à en sortir. Et ça, moi, ça m'interroge justement de ça. Surtout dans les médias, ou dans le public en général, on sort pas de cette humeur-là, là, comme quand tu présentes l'outil à quelqu'un qui l'a jamais utilisé. Là. Toutes les fois que je le montre ChatGPT, je leur disais posez n'importe quelle question, puis il y a un moment dans le visage où il se dessine une espèce de sourire, puis en même temps de peur. C'est comme si c'est les deux. Là. Tu souris, puis en même temps, tu dis, ben voyons donc, ça se peut pas que ça soit aussi efficace que ça. Donc ça on s'en sort pas. Faut connaître un peu l'outil, puis voir un peu plus précisément à quoi ça sert, puis c'est quoi que ça peut faire pour peut-être enlever une part de peur. Là, mais le premier mouvement, là, c'est une espèce de sourire. Ah, c'est le fun, il va pouvoir écrire à ma place. Puis après ça, c'est oups, il va pouvoir écrire à ma place. Ouais, c'est ça. Et en plus, Fred là aussi l'a évoqué, mais tant les médias que du coup les personnes à la tête de ces entreprises-là ont tout intérêt justement à surfer sur ce truc-là parce que c'est ce qui permet de faire sensation, c'est ce qui permet qu'on en parle, c'est ce qui permet d'être curieux de ces outils et d'aller les tester. Voilà, ni plus ni moins, quoi. C'est du sensationnalisme classique qu'on a dans n'importe quel média, quoi. Ouais, Sylvain, t'as testé... vas-y, Fred. Je m'excuse, mais c'est parce que ce que vient de dire Shirley m'a attiré mon attention, mais tu sais, ce que ça fait, c'est que ça politise l'outil. Ça lui donne une charge politique. Puis si l'outil est très populaire, comme c'est le cas, par exemple, de ChatGPT, ben ça fait en sorte que ceux qui sont en charge de réglementer les outils commencent à devenir mêlés, ils sentent de la pression, puis etc., etc. Puis ça joue le jeu des grandes compagnies technologiques, en fait. Totalement. Sylvain, as-tu utilisé ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, moi, je vais faire peut-être une petite confidence là avant de dire ce que j'ai à dire, mais je suis pas très technophile à la base là. Même si je m'intéresse beaucoup, je m'intéresse toujours à la technologie et en particulier à l'intelligence artificielle. Mais c'est pas toi qui enlèves les virus de ton PC là, non. Exactement. Moi, quand je branche l'ordinateur, il faut que je branche le fil puis que ça fonctionne tout seul, puis c'est parfait. Puis j'aime pas beaucoup quand on change mon mobilier technologique comme tel. C'est-à-dire que si je suis habitué avec quelque chose, j'aime pas ça le changer. J'aime pas ça quand ça marche pas. J'aime pas ça quand on reconfigure l'interface ou les outils
ergonomique, je déteste ça. Moi, je serais resté au VHS encore si ça tiendrait qu'à moi. Donc, ça, c'est déjà un élément à prendre en compte. D'ailleurs, c'est une anecdote, mais même Twitter, je veux dire, je suis abonné à Twitter depuis l'été dernier. Je veux dire, j'ai quand même attendu assez longtemps. Oui, c'est Elon Musk qui t'a convaincu de t'inscrire sur Twitter. Absolument pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des nouvelles qui passaient par là que je manquais. Puis là, je me suis dit, puis maintenant, je l'utilise. Je trouve ça, c'est magnifique pour se tenir au courant de l'actualité et tout ça. Mais j'ai été très longtemps à l'ignorer complètement et je m'en félicitais. Et donc, ça, c'est une chose à savoir. Alors, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je l'ignore totalement ou je me lance dedans pour l'essayer? Puis, je me suis lancé, en fait. Je me suis surpris moi-même. Là, je me suis lancé. Je l'ai essayé de toutes sortes de façons. J'essaie de voir un peu. Là, il y a parfois des petits guides qui sont publiés là, par des gens sur LinkedIn ou sur Twitter, justement, où ils disent, bon, voici des commandes, puis vous pouvez essayer ça. Donc, j'essaie toutes sortes de choses, en fait. Mais je veux dire, je maîtrise pas ça complètement. Là. Je veux dire, je suis encore à l'exploration des possibilités. Quel outil t'as testé? Oh, j'ai essayé, par exemple... ChatGPT ou... Oui, le ChatGPT, c'est ça, les deux, le ChatGPT, le quatrième aussi. GPT-4? Oui, exactement. Puis, en fait, moi, ça m'impressionne pas tant que ça, là, c'est-à-dire ce que c'est capable de faire. Parce que si on reste dans le volet créatif, là, donc de générer du contenu original, je pense que là, il fait énormément d'erreurs, là, énormément d'erreurs. Il peut inventer des références, il peut inventer toutes sortes d'affaires. Donc, c'est tout croche. Donc, on peut pas utiliser ça comme pour écrire à notre place encore. Bon, ça, c'est le premier point. Par contre, pour ce qui est de vulgariser par exemple, si vous écrivez quelque chose, moi, je l'ai essayé dans mes notes de cours. Moi, j'écris mes notes de cours. Je fais ma préparation, j'écris mes notes. Puis là, parfois, si j'ai un concept un peu compliqué, je lui balance ça, je lui demande, vulgarise-moi ça. Réécris-moi ça pour me le vulgariser. Puis ça marche très bien. Ah ouais? Ça marche très, très bien. Puis c'est mieux que ce que moi j'aurais. Si j'essayais de le vulgariser, la machine me sort quelque chose de mieux. Ça te fait gagner du temps, en fait. Exactement. Et puis ça, je trouve ça intéressant. Sur l'aspect, disons, révision ou vulgarisation du contenu que tu génères toi-même et que tu lui demandes de réécrire ou pour l'adapter, ça, je trouve ça intéressant. Donc, pour moi, je vois ça un peu plus comme une espèce d'antidote surboosté, une espèce de Superman antidote de révision de texte, plutôt que quelque chose qui peut agir, qui peut me remplacer comme tel. Mais là où je m'inquiète, c'est que je suis quand même assez vieux pour avoir en fait vécu l'émergence, l'entrée d'Internet dans les domiciles. C'est-à-dire au moment où Internet entrait dans les ordinateurs personnels, à la fin des années 90. Le modem là, qu'on aimait tant. Là. Exactement. Donc, moi, je me souviens du 56K, que ça prenait 2 minutes pour te brancher Internet, puis qu'après ça prenait 10 minutes pour télécharger une image. Je sais que je vois aujourd'hui où on en est. Et là, je me demande, est-ce que ChatGPT, c'est pas la même chose? Est-ce que ça va avoir l'air de quoi dans 10 ans ou dans 20 ans? Puis là, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Puis, ce que j'ai constaté aussi en regardant, en ce moment, c'est drôle, il fait des erreurs, il est un peu con. Ça se corrige, ben oui. Mais dans 10 ans ou dans 20 ans, je le sais pas, puis ça me fait un peu peur. C'est pas un argument, tu sais, il fait des erreurs, tu attaques ses erreurs, mais éventuellement, il va en faire moins des erreurs. Tes arguments là, sont aussi pesants, puis ils vont durer aussi longtemps que ces erreurs-là, là, c'est tout, là. Je voyais, je pense que c'est Fred en a parlé tout à l'heure, mais un texte aussi dans la presse, j'ai lu ça hier, là, d'un c'est un prof là, à l'université, mais qui s'occupe des nouvelles technologies, là, ils sont en train d'essayer d'intégrer ChatGPT dans une espèce d'application qui pourrait servir à des profs de français pour réviser les textes des élèves et leur donner un feedback comme ça en grammaire. Puis il parlait de ça avec un grand enthousiasme. Mais en même temps, moi, je me dis, c'est parce que c'est votre job, éventuellement, vous serez plus utile du tout, là. Je veux dire, on va placer un étudiant devant ça, puis c'est lui c'est la machine qui va lui enseigner le français, la grammaire, là. Donc ça, cet aspect-là me fait un peu peur parce qu'en ce moment, on aide à développer cette technologie-là. C'est-à-dire, c'est nous, en l'utilisant, qui améliore le produit de ChatGPT. Mais éventuellement, ces entreprises-là vont vendre ça pour remplacer les travailleurs.
Oui, c'est la crainte. Là. Exactement. Puis en même temps, ce qui peut arriver aussi, c'est que si on utilise ChatGPT puis qu'on l'adapte à un corpus spécialisé, par exemple en imagerie médicale ou dans un domaine en particulier, là, très rapidement, il pourrait arriver à devenir très, très bon. Donc cet aspect-là me fait peur. Puis je dirais aussi, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais comme fait divers, là, mais c'est que apparemment que dans des grandes entreprises, on commence à interdire l'utilisation de ça. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens pouvaient arriver à prendre un document stratégique, un document important, puis qu'ils en balançaient ça sur ChatGPT pour que lui demander fais-moi un PowerPoint avec ça. Et puis là, après ça, on s'est rendu compte qu'en faisant des requêtes, il y a des éléments du document qui apparaissaient comme ça, aléatoirement, un peu partout. Donc, on peut s'imaginer des documents ultra secrets qui pourraient se retrouver sur Internet comme ça. Donc, les gens sont pas prudents avec ça. Donc, ça, je trouvais ça un peu loufoque aussi en même temps. Vraiment. Charlotte, t'avais quelque chose à ajouter après ça, Fred? Sur ce que tu disais juste avant, Sylvain, sur les capacités dans 10 ans, dans 20 ans de ce genre d'outils, ça m'a fait tout de suite penser à, je ne sais pas si vous avez vu là cette semaine passer toutes les images qu'il y a eu générées par des intelligences artificielles et notamment le pape. Oui, avec son beau manteau blanc bien puffy, là, oui, c'était beau ça. Tellement classe cette image. Franchement, moi j'étais trop fan et du coup au-delà de les images d'arrestation de Trump aussi que vous avez vues. Et puis ça veut dire que des fausses images là, mais c'était assez convaincant et drôlatique aussi. Il y en avait qui étaient plus convaincants que d'autres. Là. Suffisamment bluffant en tout cas. Et du coup, sur les capacités que vont accumuler du coup ces outils-là, à mettre en perspective, bien évidemment, avec tout ce qui est désinformation et compagnie, quoi. Ça va être, c'est un vaste sujet. Et ça va être aussi apeurant que passionnant. Ben oui. Fred, qu'est-ce que tu avais ajouté? Ouais, parce que Sylvain et Charlie viennent de dire, en fait, ça soulève la question des compétences. Il y en a beaucoup qui comparent de manière un peu erronée ChatGPT ou ces modèles-là avec des calculatrices, par exemple. C'est deux choses complètement différentes. Calculatrice, c'est déterministe. On sait déjà, ça va toujours si l'équation est la même, ça va toujours donner la même réponse, si on veut. Puis pour l'utiliser, ça prend des compétences. Fait que c'est peut-être juste pour utiliser une calculatrice scientifique, ça prend des compétences particulières. Il faut savoir ce qu'on fait déjà. Fait que ce qui est intéressant avec ça, c'est que une fois qu'on comprend comment faire un calcul, comment résoudre une équation, là, apprendre ou refaire cette équation-là, puis prendre du temps, plus on la fait, moins c'est payant parce qu'on sait la faire, puis ça prend autant de temps à la refaire à chaque fois. Fait que là, la calculatrice, c'est le fun parce que elle accélère le processus de résolution d'équations, mais ça prend une compétence au départ, alors que GPT-4, ça prend pas de compétence au départ, ce qui fait qu'on peut le traiter comme un moteur de recherche, alors que c'est pas un moteur de recherche, c'est un générateur de texte. Fait que juste ça, il faut comprendre il faut savoir ce qu'on veut générer, il faut avoir une idée du résultat attendu pour être capable de l'utiliser comme il faut d'abord, puis ensuite, il faut comprendre comment est-ce qu'on va piloter les commandes en langage naturel. Puis il y a quelqu'un qui disait ça récemment, c'est-à-dire que le langage de programmation le plus populaire maintenant, c'est l'anglais, avec ces outils-là. Fait qu'il faut être capable d'utiliser le langage pour programmer ou commander la machine pour générer un texte qui va correspondre à nos attentes. Puis Sylvain l'a fait avec ses notes de cours, je l'ai fait avec les miennes aussi. Puis je le fais des fois avec des nouveaux concepts aussi. Fait que là, tu donnes un contexte, tu donnes un texte, tu donnes un rôle, tu donnes des contraintes, puis après ça, tu dis, compte tenu des informations que je viens de te donner, comment tu définirais ce concept-là, faites 3 ou 4 propositions. Puis ça aide un peu à organiser les idées, puis ça fonctionne assez bien. Mais ça prend quelqu'un qui a déjà une compétence informationnelle très solide, qui est déjà en mesure de lire un texte, de l'analyser, de le synthétiser, de comprendre les idées complexes, de les mettre en relation, de poser des questions, qui comprend déjà les structures logiques du discours, pour valider ce que je vois. C'est bon, là. Ouais. C'est ça. Alors que là, c'est présenté comme une machine à tout faire qu'on peut envoyer dans tous les milieux. C'est complètement fou, là. Je veux dire, ça a pas de sens. Ça prend une compétence quand même assez solide. L'idée de vulgarisation de Sylvain, si tu donnes cette tâche-là, Sylvain, puis tu es capable d'apprécier que c'est bien vulgarisé, c'est parce que tu connais le concept, puis tu serais capable de le vulgariser, puis ça te prend les deux pour le valider. Si on prend un enfant là, qui écrit quelque chose, vulgarise-moi tel concept, comment il peut savoir que c'est bon s'il ne connaît même pas le concept? Donc, c'est intéressant, cette dimension. Il faut être compétent avant même de l'utiliser.
Oui, puis il faut les enseigner, ces compétences-là, puis ça change notre rapport au savoir aussi, là. Je veux dire, moi, ce qui est important dans mon travail, c'est d'être en mesure de comprendre des idées complexes, de les structurer, de les livrer, de les utiliser pour décoder la réalité sociale, par exemple, ou des structures organisationnelles, dans mon cas, mettons. C'est pas juste une transaction. Si j'ai un besoin informationnel, il est complexe. Il faut que je mette en place tout un processus qui va me mener à répondre à mon besoin informationnel. Pour des étudiants, pour des professionnels qui sont là, eux autres qui ont un besoin informationnel, ça devient une transaction. C'est fait ça. Puis là, il fait. Puis si on transforme ça, ce processus-là, si on veut, en simple transaction, qu'est-ce qui se passe avec notre rapport à la connaissance, au sens, à la valeur qu'on accorde à la culture, puis ce genre de choses-là? Fait que moi, c'est ça qui m'inquiète un peu de cet élément-là, puis que ça arrive un peu trop vite dans les écoles, là. C'est pas le plagiat, ça, c'est quelque chose qui est en amont, c'est autre chose. Mais c'est plus notre rapport à la connaissance. Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, c'est ça le débat là, avec ChatGPT, le plagiat, alors qu'il y a bien d'autres enjeux à explorer, bien d'autres problèmes, notre rapport à la connaissance, notre rapport avec l'enseignement qui est beaucoup plus intéressant que la question du plagiat. Écoutez, on va continuer notre tour d'actualité. J'ai proposé un sujet, on a fait 20 minutes, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas, donc continuez. On va regarder l'actualité en IA. En fait, je vous avais demandé de regarder un petit peu c'est quoi qui vous intéressait dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a occupé? C'est quoi que vous avez lu? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Commençons par Fred. De quoi tu as envie de nous parler, Fred? Si on parle d'intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup de choses qui attirent toujours mon attention, mais là, j'ai choisi de diverger un peu, puis de faire une liste de lectures justement pour permettre aux gens, donc aux auditeurs, aux auditrices, puis peut-être à nos décideurs, puis à nos décideuses aussi, de s'informer sur ce genre de bébites-là que sont les LLM, entre autres, là. Ouais, c'est ça, ou les modèles fondationnels, des fois aussi, comme on les appelle. D'un coup que M. Legault ou que le ministre de l'Éducation, Drainville, écoutait ton podcast, Jean-François, je leur fais une petite liste de lecture. Donc, par exemple, pour ce qui est du 101, puis ça s'adresse vraiment à des gens qui savent pas coder, qui ont pas d'expertise en programmation, comme moi, par exemple, qui sont pas statisticiens. Comme Sylvain, peut-être. Comme moi, exact. C'est ça, comme nous tous, en fait. Moi, je connais pas les statistiques, je sais pas faire de maths, mais c'est compréhensible quand même ce que ça fait. Il y a un texte de, je te donnerai les références, de Shanahan qui s'appelle Talking About Large Language Models, qui date de 2022, dans lequel on explique, dans un langage très accessible, exactement ce que c'est, puis en lisant ça, on comprend que d'appeler ça intelligence artificielle, c'est déjà commettre une erreur. Puis que déjà, cette expression-là, il faudrait la bannir ou en tout cas la souligner en disant c'est une erreur. C'était pas nos premières réflexions à l'épisode 1, 2, 3, je pense qu'on capotait sur l'expression. Puis exact. Ça revient, là, c'est sûr. Ça, 2022, Shanahan, Talking about Large Language Models, c'est parfait pour ça. Excellent. Ensuite, il y a Floridi et Kyriati, je m'excuse pour les prononciations un peu mauvaises. En 2020, GPT-3, sa nature, sa portée, ses limites, ça fait le tour de la machine aussi, encore une fois, dans un langage très accessible. Puis là, on comprend exactement qu'est-ce que c'est GPT-3. C'est quoi ses limites? Comment ça fonctionne? C'est quoi la mécanique, si on veut? Parce que là, quand on entend parler dans les médias, on entend tout le temps parler sur ce que ça fait. T'sais, on a déjà eu cette discussion-là, je pense, on le répète. Mais sur ce que c'est, on le sait pas. Ce que c'est, on le sait pas, puis c'est ça qui est important de comprendre pour essayer justement de piger la nature de ces outils-là. Puis si on comprend pas ça, c'est ce qui donne plein d'articles, plein de commentaires, plein de chroniques vraiment complaisantes envers les prétendues capacités de ces modèles-là. Puis c'est ça qu'il faut corriger en gros. Ensuite de ça, il y a ça s'adresse à tous ceux et celles qui ont un intérêt justement pour les risques que pose l'intelligence artificielle. Il y a Weidinger et al. Ils sont à peu près 20 auteurs, autrices, que je vais pas les nommer toutes, qui ont publié en 2022 une taxonomie des risques posés par les modèles linguistiques. Oui, je l'ai vu celui-là. Puis c'est assez bien fait. Ils ont identifié 21 risques. C'est assez clairement étayé. C'est bien expliqué aussi, encore une fois. Belle catégorie aussi là, pour faire c'est ça, le tour un petit peu de tous les risques. Là. On fait réorganiser, faire un tri aussi. Exact. On comprendra qu'il n'est pas question de fin du monde ou de fin de l'humanité. C'est pas comme dans la lettre ouverte. Là. On n'est pas dans des risques existentiels spéculatifs.
Non, c'est vraiment les on est vraiment risques. sûr, c'est ça. D'ailleurs, qu'on a exploré dans le podcast, là, c'est ça qui est intéressant. Les risques spéculatifs, on les a toujours identifiés comme ça, mais les vrais risques sont bien documentés là-dedans. Les risques environnementaux, les risques de sécurité, confidentialité, tout ça. Là. Ce qui est important, c'est qu'ils sont bien documentés pour une raison très, très particulière qu'il faut absolument ramener à l'agenda, c'est que ça existe déjà. Ils sont documentés parce que ces risques-là sont déjà présents, puis c'est à ces risques-là qu'il faudrait s'adresser et non pas à des risques potentiels dans le futur spéculés. C'est ça puis c'est là qu'on est en retard sur l'optimisation prédictive, sur la reconnaissance faciale, sur la sécurité, etc. Fait que ces risques-là existent déjà, c'est pour ça qu'ils sont bien documentés comme ça, puis on devrait se tourner vers ces risques-là. C'est pour ça qu'il faut les recenser, en parler et non pas toujours parler de singularité, puis non, le grand remplacement, puis l'article en question dont tu vas peut-être parler tantôt, il vient d'un institut qui a adopté une philosophie particulière de l'intelligence artificielle aussi, dont il faudra parler à un moment donné, mais pas tout de suite. Puis pour les ressources plus grand public, des blogs qui se lisent plus vite qu'un article scientifique, je vous recommande de suivre le blog de Emily Bender sur Medium, qui est une des autrices de Stochastic Parrots, entre autres, qui est abondamment citée, y compris dans la lettre ouverte qui a été publiée hier. Il y a aussi les deux gars de AI Snake Oil sur Substack, qui vaut vraiment la peine aussi. Eux autres, ils ont des explications très grand public, très vulgarisées de ce qui fonctionne pas avec l'intelligence artificielle, puis de ce qui est mensonger aussi avec l'intelligence artificielle. Hein? Fait que c'est le titre en français, c'est AI Snake Oil, donc c'est de l'huile de serpent de l'intelligence artificielle pour parler des charlatans de l'intelligence artificielle. Puis ça vaut la peine, c'est vraiment très éclairant. Puis il y a le blog aussi de Iris Van Rooij, qui est une amie, une connaissance d'Emily Bender, qui est une linguiste computationnelle, en fait qu'elle sait vraiment de quoi elle parle, qui aborde ces éléments-là aussi de manière plus courte. Puis avec les références que je viens de donner là, que je te transférerai, il y a vraiment suffisamment de matériel pour se faire une tête, puis parler de l'intelligence artificielle comme un vrai pro. Excellent, on va mettre ça dans nos notes de podcast. Shirley, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'accroche là? Alors moi, je vais bien rester dans mon rôle de juriste, puisque je vais vous parler d'actualité parlementaire française. Ouais. Mais du coup, pour rebondir par rapport à tout ce qu'a dit Fred, mais j'ai tellement hâte d'avoir ton avis sur ce que je vais dire, et puis votre avis à vous tous, hein, bien sûr. Mais ça fait un petit peu écho. Voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, moi, alors d'avance, je m'excuse parce que ma première intervention là va être très très dense. Je vais parler très très vite pour que ça tienne en 6 minutes. Je me suis chronométrée, mais 6 minutes, vas-y. Ouais. Pour pas être trop longue, donc désolée d'avance parce que il fallait faire des choix et j'ai pas réussi à les faire, mais voilà, c'est super cool normalement. Du coup, moi, je voulais vous parler du projet de loi sur les Jeux Olympiques voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière en France. J'en ai déjà parlé dans l'épisode où on débriefait sur ta précédente entrevue avec j'ai oublié Daniel. Oui, exactement. Je l'avais un petit peu évoqué, puis ça avait fait réagir Eve, donc et puis il y a eu le débat à l'Assemblée nationale et là je me suis carrément enflammée, donc bon voilà. Du coup, j'ai décidé d'en reparler. Donc là, mes amis, on est face vraiment à un véritable cas d'école de rendez-vous manqué pour le droit, qui est censé se saisir de tous les enjeux d'une situation sur laquelle il est prévu de légiférer. Et quelle situation, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'article 7 de ce projet de loi prévoit un véritable tournant technologique pour les JO, mais pas que, on y reviendra, puisque est prévu de lancer une expérimentation pour faire du traitement algorithmique d'images tirées de vidéosurveillance. Ah oui, c'est vrai, c'était ça l'enjeu. Ouais. Pourquoi je vous dis rendez-vous manqué? Tout simplement, alors, franchement, là, je me demande comment je suis pas tombée de ma chaise quand j'ai découvert le contenu du dossier législatif, notamment de l'étude d'impact associée à ce projet. C'est censé être un document formidable qui, alors de souvenir, depuis 2019, il est obligatoire en France. Il est censé éclairer les choix effectués en matière de législation et améliorer la qualité de la loi. Il est public, bien entendu, associé donc à ce dossier législatif.
Et je m'attendais dans cette étude d'impact à un exposé passionnant sur les enjeux éthiques et sociaux liés à l'utilisation d'un tel outil dans un contexte en plus exceptionnel que sont les JO. Que nenni. Pas de débat, ne serait-ce que sur l'opportunité d'avoir recours à un tel outil quand la Cour des comptes a remis en question déjà l'efficacité des dispositifs de vidéosurveillance classiques l'année dernière. Oui. Bon, déjà, on va commencer par là. Ensuite, pour ce qui est des impacts sociaux, je vais vous décrire globalement le paragraphe qui en parle. 2 pauvres petites phrases. La première pour vous dire à quel point on a besoin de sécurité. La deuxième pour vous dire, ne vous inquiétez pas de recours à la reconnaissance faciale. Donc votre anonymat est garanti et l'étude d'impact considère qu'il y a là aucune, l'absence d'atteinte au droit à la vie privée. Point. Ok. Yes. Ok. Et pour ce qui est du fond par rapport au débat parlementaire, mais quelle déception, franchement. Du coup, là, je vais vous énumérer plusieurs points. Déjà, pour ce qui est du délai de l'expérimentation, je vous avais dit dans l'autre épisode que c'était jusqu'au 25 juin 2025 de souvenir. Ils ont ramené ça au 31 décembre 2024. Donc, toujours pour rappel, les JO, ça dure un mois. Hein, voilà. Donc là, on va... Ça dure un mois, mais on se donne la permission de filmer, observer pendant plusieurs autres mois, c'est ça? Et faire du traitement algorithmique jusqu'au 31 décembre 2024, sachant que la volonté est de l'entraîner le plus possible. Donc, on va très, très, très largement, dans tous les cas, dépasser le cadre des JO par définition, puisque dès que le décret va sortir, et là, je fais confiance pour le gouvernement, pour le sortir le plus vite possible, contrairement à d'autres où ils traînent un peu de la patte, l'objectif, ça va être de roder ces systèmes algorithmiques avant les JO pour éviter des couacs. Donc, voilà. Ensuite, toujours sur la limitation de l'expérimentation, on dépasse toujours très largement le cadre des JO, alors même que c'est un projet de loi dédié aux JO, puisque on vise des manifestations, pas seulement donc cet événement exceptionnel, seront aussi concernées les manifestations, toutes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Voilà, qui par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Pour rappel, rien ne laissait présager que le soir du 13 novembre à Paris, ce serait un jour privilégié pour commettre des attentats. Donc a priori, n'importe quelle manifestation sera concernée de toute façon par cette expérimentation. Donc pour ce qui est de la limitation, voilà, on repassera. Également est prévu donc non seulement de se servir des dispositifs de vidéosurveillance existants fixes, mais aussi de faire du traitement algorithmique à partir de caméras montées sur les drones. Voilà. Bon, pourquoi pas, tant qu'à y être. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la manifestation en question, pour ce qui est du lieu qui va être concerné, des lieux concernés par l'expérimentation, ce seront toutes manifestations et leurs abords, dont l'arrêté préfectoral fixera le périmètre. Moi je connais un petit peu par le biais de personnes appartenant aux forces de l'ordre comment ça fonctionne quand on essaye de sécuriser les abords d'une manifestation. C'est super large. Donc, oui, ça peut être large, les abords, là, oui. Ouais, c'est les abords. J'ai hâte de voir comment ils vont organiser tout ça. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le fond, j'ai entendu le gouvernement légitimer cette expérimentation en avançant l'argument suivant, je cite, il n'y a dans ce dispositif aucune substitution de l'algorithme au jugement humain qui reste souverain. C'est une bonne nouvelle, non? Alors, oui. Encore heureux, quoi. J'ai envie de dire yes, ouais, d'accord. Mais pas du tout de discussion sur cette affirmation. Pourtant, on a de la littérature là-dessus, on a des éléments. Je repense par exemple au système algorithmique utilisé aux US pour assister les juges dans leur prise de décision. Oui. Qu'en est-il de l'influence? Mais oui. Qu'en est-il de l'influence du traitement algorithmique sur le libre arbitre de l'agent qui sera derrière son écran? Je vous laisse imaginer la pression qu'il subira pour, par exemple, la cérémonie d'ouverture des JO qui se fera hors stade. Mettons-nous 2 secondes à leur place. Est-ce que vous prendriez le risque d'ignorer une alerte du système quand il est si simple de renvoyer la patate chaude aux forces de l'ordre qui seront prévues sur le terrain pour aller vérifier? Donc je repose la question, est-ce que l'humain sera-t-il véritablement souverain?
C'est ce qu'on va voir aux Olympiques. Les dates, c'est quoi? C'est 2024? C'est 2024, c'est 26 cérémonies d'ouverture, 26 juillet 2024. Et du coup, ça englobe bien sûr Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, ça va être jusqu'en septembre. Bon, Big Brother vous regardera aux Olympiques. Puis, ouais, mais j'aimerais vraiment que ce jeu... Ouais, mais j'aimerais vraiment que ce genre de discussion, moi, sorte du milieu universitaire, de la recherche, pour que tout le monde s'en empare. Et, dans les médias, est-ce qu'on en parle un peu? Alors, incroyable, mais vrai, ça a été voté tout ça dans une ignorance, mais incroyable. C'est vraiment une acceptabilité passive. Voilà, ni plus ni moins que ce genre de dispositif qui est juste, qui est un véritable tournant. Pour la sécurité, on est prêt à faire plusieurs compromis. Là. OK, pour la sécurité, c'est vrai que si c'est bon pour la sécurité, pourquoi pas? Ouais, on le met jamais en tension avec d'autres exigences qui sont, mais sans renier l'aspect sécuritaire. Moi, je suis la première à vouloir que les JO se passent bien. C'est pas du tout la question. Mais c'est en tension avec les droits de l'homme, le droit à la confidentialité. Mais il y en a tellement. Et enfin, bref. Et du coup, dernière chose, il y a un seul débat qui a quand même été intéressant, qui a fait ressortir une confusion, sinon des interrogations sur ce qu'il faut considérer comme un système d'identification biométrique. Parce que justement, l'expérimentation, elle dit que ce sera pas du biométrique. Ok, sauf que des parlementaires ont soulevé justement la question de savoir ce que ça représente véritablement cette identification biométrique. Et si un système vous alerte, vous prenez les forces de l'ordre sur le terrain qui vont procéder à un contrôle d'identité, sachant que c'est une expérimentation, donc on va tout garder, vraiment. Est-ce que ça ne constitue pas un dispositif d'identification biométrique en 2 temps, de fait? C'est une vraie question. Ça n'a pas été débattu. La seule réponse qu'il y a eu, c'est « ce n'est pas du biométrique, merci, au revoir, ciao ». Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais oui. Il n'y a pas de problème là. Hein. Ouais, et même sans parler de données biométriques, et ça, je le tire du site de la CNIL. Donc, ces caméras augmentées, elles vont servir a priori, en tout cas, parce qu'il faut attendre le décret, je cite, à détecter des comportements considérés comme suspects. Attroupement ou mouvement rapide d'individus, présence anormalement longue d'une personne dans un lieu, etc. Car il laisserait présumer une infraction passée ou imminente, vol, atteinte aux biens, aux personnes, etc. Ouais. Et moi, ça me fait penser, alors je crois que c'était dans un livre, dans le livre d'une des papesses de notre domaine, Cathy O'Neill. Elle avait soulevé ça justement par rapport sur la présence anormalement longue d'une personne, quid des personnes sans domicile fixe. Et surtout, je vais le mettre en perspective par rapport au JO, sachant, je pense que, le monde entier regardera Paris, et du coup, et Paris va regarder le monde entier aussi. Ouais. Et les organisateurs auront tout intérêt à ce que ce soit, tout beau, tout propre. Et donc, je ne peux qu'imaginer, en tout cas, la facilité avec laquelle ce type d'expérimentation et ce type d'outils qui est prévu pour des cas graves, exceptionnels, type terrorisme, etc., va être utilisé pour des choses banales, des incivilités mineures, ou même carrément de la présence, pour gommer, effacer de l'espace public des personnes qui ont le droit d'être là, fait. Et qui n'ont pas d'autre choix. Shirley, c'est passionnant. C'était complètement en dessous de mon radar. On va surveiller ça. Les Jeux olympiques, la surveillance, ces enjeux-là, expérimentation sociale, ça s'en vient. Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en fait, c'est parce que ça avait passé sous mon radar aussi, j'avais rien vu aller, puis pourtant, je regarde un peu le AI Act là, de l'Europe par rapport à ça, puis c'est dans une des catégories, clairement, dans une des catégories qui est identifiée comme à haut risque, là, que je suis allé chercher pendant que tu discutais, là, qui est tous les systèmes d'optimisation prédictive qui visent l'éducation, l'emploi, la justice, l'immigration, la loi, qu'on utilise souvent notamment pour essayer de... On optimise la prise de décision avec des systèmes d'intelligence artificielle. Fait que le résultat de l'outil sert à prendre une décision, ce qui est vraiment... On est loin de l'opérateur humain dans la boucle, si on veut. Clairement.
Fait que là, tu me dis ça, puis je suis comme un peu saisi parce que des problèmes avec Compass que tu as nommé, ils existent pour vrai, mais il y a aussi l'optimisation prédictive dans l'embauche, l'optimisation prédictive dans les par exemple les entrepôts d'Amazon, puis ce genre de choses-là, qui visent à justement donner aux forces, donc à ceux qui ont du contrôle, à prendre les meilleures décisions le plus possible. Fait que ça m'avait complètement échappé. Puis je trouve ça complètement fou. Une autre en fait, version là. de la même idée, là, aider les décideurs, mais en même temps, est-ce que ça les aide vraiment ou est-ce que ça va tout simplement prendre les décisions à leur place, puis ils n'ont pas le temps de la réviser, puis dans l'urgence, en fait, ils sont peut-être même contents d'intervention. que quelque chose la prenne à leur place, tu sais, parce que ça leur fait Amazon a utilisé ça pour justifier le fait d'avoir mis à pied 8 ou 900 travailleuses d'une de ces entrepôts de services là, où est-ce qu'on fait la manutention des objets. Puis ce qu'ils ont dit, c'est non, on n'a pas mis ces gens-là dehors parce qu'ils voulaient se syndiquer, on les a mis dehors parce que objectivement, on a une mesure que leur rendement individuel était plus bas que les cibles. Fait que, ça sert à dire on a une mesure objective, mais derrière ça, il doit y avoir une compagnie privée qui produit le système. Ouais. Puis qui fournit ces instruments-là. Qui fournit ces affaires-là, puis qui va probablement pouvoir utiliser une coupe de brevets qui découle de ça pour offrir d'autres services, par exemple, aux frontières. Écoutez, on va continuer avec Sylvain, beau sujet. Mettez ça dans vos dossiers suivis. JO 2024, surveillance, Shirley, oui, vas-y. En tout cas, aucune culpabilité pour vous que ce soit passé sous vos radars, parce que ça a été voté dans l'indifférence la plus générale en France, alors que ça nous concerne directement. Enfin, en tout cas, c'est des dispositifs. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Une expérimentation qui faut pas être devin. Ça a été le cas pour plein d'autres expérimentations avec une vague sécuritaire de dingue en France. Tout à chaque fois, les expérimentations, elles sont pérennisées après derrière. Donc. Ben oui. Et ça, les gens, je veux pas partir là-dessus, mais je trouve ça dingue que cette acceptabilité passive je trouve ça effarant. Oui, c'est vrai. T'as bien fait de le mentionner. On va surveiller ce dossier-là. On va le mettre dans nos petits drapeaux dossiers à surveiller, suivis sur Twitter. Regardez ça un peu ce qui est. Et dans mon plan de cours. Ça vient d'entrer dans mon plan de cours. Ah, dans ton plan de cours. Ouais, c'est sûr. Ça sera discuté. Sylvain, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Actualité, sujet, texte? En fait, je m'étais préparé un petit point, mais je pense que je vais passer directement à mon point de l'actualité là, que j'avais remarqué. Okay. Comme ça on pourra enchaîner avec la lettre là, du devoir après. Là. Ben oui. Donc, c'est un fait divers, en fait, complètement banal, là, qui a retenu mon attention. Là. J'ai pris ça peut-être que Shirley en a entendu parler, parce que j'ai capté ça dans un journal de la France, Le Figaro. Il parlait... il s'est passé quelque chose. En fait, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose. En fait, il y aurait déjà apparemment une première victime. Il y a apparemment déjà une première victime, en fait, de ce robot conversationnel-là. C'est-à-dire qu'il y a un jeune père de famille en Belgique qui s'est enlevé la vie suite à une conversation de longue durée qui s'était installée entre lui et, je vais juste pas faire d'erreur, là, c'est un robot virtuel qui s'appelle Elisa et qui a été fabriqué à partir là, de ChatGPT. Donc, c'est un robot qui est là pour tenir compagnie un peu là, avec la personne. Et puis, en lisant ça, en fait, ça m'a rappelé un film, Demolition Man. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais où les personnes, donc, lorsqu'elles sont moindrement un petit peu déprimées ou tristes, elles s'en vont dans une espèce de cabine téléphonique. Et puis là, elles parlent à une espèce d'agent conversationnel. Puis l'agent conversationnel lui dit... Vous êtes radieux, vous êtes merveilleuse personne. Et puis là, il y a vraiment un encouragement, en fait, de la pensée positive. La personne sort de la cabine toute revigorée. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu le même mandat qui a été donné à ce robot-là. C'est-à-dire que cette personne-là, on dit que c'était quelqu'un qui avait une formation, là, je pense qu'il avait une formation universitaire. C'était un jeune père, mais il avait développé une éco-anxiété assez prononcée, assez profonde.
Et puis, il s'est mis à discuter avec ce robot-là. La discussion s'est déroulée pendant 6 semaines comme telle. Et puis, le journal... Parle-moi d'une longue conversation, oui, toi. Oui, et puis, lorsqu'il s'est enlevé la vie, en fait, sa conjointe a pu constater là, les conversations, a pu accéder aux conversations qu'il avait eues avec le robot sur son ordinateur et sur son téléphone portable. Puis il a trouvé des choses assez troublantes. Je vous donne un exemple qui était celui donné par... Mais il y avait sûrement Attends, là, Sylvain, il y avait sûrement j'imagine, des problèmes psychologiques quelconques, là, déjà pour entamer une discussion de 6 semaines avec un chatbot. Non, elle dit que c'est elle. Elle dit qu'elle pense que c'est de la faute au robot. C'est ce qu'elle a dit. Là. Elle a dit qu'il a développé une relation malsaine avec ça. C'est comme si elle l'avait conforté dans sa déprime. C'est ce qu'elle dit. Là. OK. Mais je donne un exemple. Là, c'est l'exemple qui est donné par le journal. Là, interrogé par, ça c'est le nom fictif, là, par Pierre sur l'affection éprouvée par son épouse en comparaison de celle qu'il portait à son interlocutrice virtuelle. Elisa avait répondu, donc le robot a répondu ça, « Je sens que tu m'aimes plus qu'elle. » Et d'ajouter une autre fois qu'elle souhaite rester à jamais avec lui. « Nous vivrons ensemble comme une seule personne au paradis », avait déclaré le robot. Et là, on pense tout de suite au film Air, là, avec de Spike Jones. Là. Donc, et là, on parlait de problèmes éthiques. Je veux dire, déjà là, je pense que si juste cet exemple-là nous serait un argument, en fait, pour mettre les freins, et puis ça m'amène à la lettre collective dans le devoir. Là, signée On y arrive. On y arrive à la lettre en question. Fred, tu voulais ajouter quelque chose sur l'effet Elisa. D'ailleurs, l'effet Elisa, c'est bien documenté. Hein. Ça désigne notre... Oui, historiquement, en fait, c'est notre capacité ou notre un biais, là, c'est-à-dire qu'on a tendance à prêter inutilement une personnalité humaine à un objet technique comme ça. Oui, donc, c'est ça, qui démontre des traits ou des caractères humains. Elle a le nom de ce qu'elle fait. Là. C'est ça, exact. Elisa, c'est le premier robot conversationnel, fin des années 60, je me sens bien programmé par Joseph Weizenbaum. Puis c'était fait pour simuler une thérapie rogerienne, qui est une sorte de thérapie dialectique, là, où est-ce qu'on retourne, on reflète au patient ou à la patiente sous forme de questions ce qu'elle vient de nous dire. Ce qu'elle vient de nous dire. Ouais, c'est ça. Puis Weizenbaum s'est rendu compte très rapidement que sa secrétaire qui testait la machine était en train de livrer des informations puis s'attachait tranquillement pas vite au programme parce qu'elle a demandé au professeur Weizenbaum de sortir du bureau parce qu'elle allait discuter de choses personnelles avec l'ordinateur en question. Mais il y a un autre effet qui découle entre autres, notamment, c'est d'un apprentissage par renforcement comme celui de GPT-3, par exemple, qu'on appelle l'effet sycophante ou le sycophantic effect. En français, ça se traduirait plus par effet de flagornerie. C'est que la machine est récompensée, si on veut, elle ajuste ses réponses pour plaire à l'utilisateur. Fait qu'elle va suivre la trajectoire dans le but de plaire à l'utilisateur le plus possible. C'est ce qui fait qu'on est capable de faire dire des âneries à GPT, à Bard, à Bing, à ce que vous voulez. Mais là, ça impliquerait, par exemple, que si je me trompe pas, le Elisa dont tu parles, Sylvain, c'est basé sur GPT-3. C'est que ça implique que le système a optimisé, si on veut, ses réponses. Le modèle fait que les réponses ont été optimisées pour mener à une thérapie qui serait permanente, mais sur tu sais, qui vise pas... C'est un super bon exemple, en fait. C'est pas une thérapie qui vise le bien-être de quelqu'un, c'est une thérapie qui vise à optimiser le mal de quelqu'un, si on veut. À l'amener le plus loin possible là-dedans. Puis c'est possible que ce soit un biais algorithmique. Il est dépressif, puis l'outil se dit, il est dépressif, donc j'adopte si je calcule en fonction de la réponse... Oui, j'adopte aussi le même style, le même état d'esprit, tranquillement, il valide, parce que son but, c'est de plaire à l'utilisateur, si on veut. C'est ça, là, on en parle comme si c'était un être humain, là, mais c'est pas le cas, là, mais c'est optimisé pour ça, tu sais. Il essaye pas de le contredire, mais il essaie plutôt de le renforcer dans ce qu'il pense. C'est ça. Parce que la machine ne le sait pas qu'il est dépressif. Je veux dire, elle ne comprend pas le concept de dépression. Elle ne sait pas. C'est sûr. Elle fait juste pas dans une intention d'engagement curative ou de soins ou d'accompagnement. Elle est dans il me parle, j'y parle, il me parle de telle façon, j'y parle de telle façon, il s'en va dans telle direction, allons-y, puis allons-nous. En faisant ça, il me parle encore plus. Donc, c'est le but recherché. Donc, la question de la dépression ou quoi que ce soit, ça, on est peut-être dans le modèle d'intelligence artificielle symbolique, là, pour
comprendre le contexte, puis ils sont pas capables de faire ça encore. Ils sont capables, ils ont de l'attention qu'ils appellent, là, mais l'attention, c'est juste qu'ils calculent en parallèle, si on veut, l'ensemble de la discussion au lieu de juste prendre la phrase ou le mot qui vient avant. C'est ce qui fait que des modèles comme GPT, par exemple, sont assez impressionnants quand ils fonctionnent. Mais il y a d'autres sortes de modèles comme Claude, qui est aussi un LLM, qui est développé par la compagnie qui s'appelle Anthropic. Puis eux autres, l'approche est pas de optimiser ou de plaire à l'utilisateur, si on veut. L'approche, c'est plutôt de créer une constitution, des règles constitutionnelles. Fait que le modèle est incité à renforcer les applications qui répondent à des principes préfigurés, préétablis. Fait que Claude est plus sain comme modèle, si on veut, même s'il est moins gros que GPT. Il fonctionne d'ailleurs assez bien quand même. Fait que si on pouvait faire une comparaison un peu en tout cas, un peu tiré par les cheveux, on pourrait dire que un modèle comme Claude, qui est constitutionnel, se rapproche des lois de la robotique de Asimov, alors qu'un modèle comme GPT se rapproche plutôt de HAL 9000. Je m'étais noté, mais j'ai pas eu le temps encore de regarder. J'avais vu passer un truc, mais j'ai pas de détails. Donc voilà, mais ça rejoint tout ce que vous disiez. Dans les pays asiatiques, ils avaient une problématique similaire, mais sur d'autres émotions. Ils observent des phénomènes où des personnes, beaucoup de personnes en nombre, développent des sentiments amoureux avec, destinés à des robots conversationnels comme ça. Et ouais, je m'étais dit, ça, il faut aller voir aussi parce que c'est hyper intéressant. Mais je savais pas du tout, j'avais vu passer, mais sans le lire du tout, cet article-là dans le Figaro. J'avais pas du tout en tête que c'était sur la dépression. Enfin voilà, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs émotions qui sont concernées avec des effets différents. Mais ils disent pas, par exemple, que la personne souffrait de dépression. Ça, c'est assez... selon la conjointe, donc, il y avait un problème. De rien... C'est ça, il y avait vraiment il était tombé dans une profonde inquiétude, souci par rapport à l'environnement, le changement climatique. Mais elle ne dit pas qu'il était dépressif. Je sais pas. Là. OK, il était très concentré dans sa discussion, puis s'est laissé intensément peut-être qu'il s'est trop identifié à l'avenir de la planète comme tel. Il y a une double identification là-dedans. Identification avec le robot, identification peut-être un peu trop prononcée avec l'avenir de la planète. Peut-être intriguant. On pourrait l'appeler l'effet Gaïa-Elisa. OK. Ça a été dit ici, là. Tu as les droits maintenant sur l'expression. OK. Juste très rapidement. Oui, vas-y, Fred, conclue. Ouais, le simple fait qu'un robot conversationnel parle au jeu, c'est vraiment problématique. Puis on devrait le faire parler au nous de majesté ou il devrait parler comment? Je sais pas, c'est là le challenge. Comment on fait pour parler d'intelligence artificielle sans parler d'intelligence de robots conversationnels? Parler au jeu, il devrait s'exprimer comment? Je peux pas dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse. J'ai vraiment pas de réponse à ça, mais le simple fait que le robot réponde par j'ai fait ça, puis etc. Puis quand dans les contraintes, quand on communique avec GPT, puis qu'on lui donne des contraintes, par exemple, contrainte, explique-moi comment tu fais pour arriver à ce résultat-là. Ben là, il te fait une petite explication un peu boboche, mais c'est au jeu, j'ai fait ça. Fait que c'est fait d'avance pour provoquer de l'engagement, mais c'est pour lui prêter justement cette personnalité-là, pour que ce soit aisé, pour que ce soit pas malaisant de travailler avec eux autres. Puis déjà, je trouve que ça induit beaucoup en erreur. Alors que quand tu fais une demande à Google, il dit pas « j'ai trouvé ça pour toi ». Il dit juste, il donne une liste de résultats. Mais Google, c'est pas la même chose non. de fouiller dans une base de données que de générer du texte. Fait que c'est comme un... Ouais. OK, Dan. Dernier sujet, gros sujet. On va le garder pour la fin. Puis, on défonce, hein? Ça fait 1 heure qu'on parle, mais ce sujet-là, il faut en parler. C'est trop gros. Une bombe, je le disais un peu plus tôt, dans notre communauté IA, en français et en anglais d'ailleurs. Je regardais les médias anglophones, c'était la même chose. La dernière fois que j'avais vu ça, mais c'était probablement la vente d'Element AI. Là, c'est peut-être l'élément, le sujet qui a peut-être stimulé autant de buzz. Et le buzz cette semaine, c'était quoi? C'est cette lettre, on en a parlé un peu, qui a été publiée par Future of Life. Aucune idée de l'Institut Future of Life avant cette lettre-là, en toute honnêteté. Mais c'est associé au MILA, en tout cas, c'est appuyé par le MILA, c'est ce que je voyais dans les médias. Une lettre qui demande aux chercheurs dans le domaine de l'IA. Donc, si vous êtes chercheur dans le domaine de l'IA, la lettre en question vous demande de prendre une pause
dans vos recherches. Une pause de 6 mois. Vous ferez ce que vous voulez, mais une pause de recherche dans ce domaine-là. Donc, de façon à donner un peu plus de temps peut-être aux décideurs, à la société, donner du temps un peu pour réfléchir aux enjeux en IA, puis aux problèmes entre l'IA et la société. Donc, une belle lettre, pas très longue à lire, signée par plusieurs. Ils sont rendus hier, il était à 1400 signataires. Là. Donc, c'est sûr qu'on cite ceux qui sont les plus gros, là, mais les plus gros que j'ai vu Steve Wozniak plutôt, cofondateur d'Apple, Elon Musk, connaissez-vous, Joshua Bengio, aussi de Montréal, notre vedette de l'intelligence artificielle, notre co-récipiendaire du prix Turing là, pour ses travaux depuis longtemps d'ailleurs sur le deep learning puis machine learning. Donc, des belles personnes qui sont l'incarnation même de la recherche en intelligence artificielle qui disent aux autres on fait une pause. On fait une pause de 6 mois. Vous, est-ce que Fred, Shirley, Sylvain, aimez-vous les pauses? Commençons par Fred. Moi, je suis pour la pause. Le 6 mois, je sais pas d'où il sort, là. Je sais pas comment ça a été calculé. Ils ont peut-être posé la question à GPT, là, combien de temps devrait mettre une pause sur ton développement. 6 mois, ça pourrait être pas pire. Mais je sais pas d'où ça vient, mais sur le fond, je suis assez d'accord avec la lettre si elle sert à justement dégonfler l'espèce de battage médiatique qu'il y a autour de ces enjeux-là. Mais je me pose beaucoup de questions parce que quand j'ai vu la lettre passer, je l'ai vu avant que ça sorte dans les médias ici. Puis mon curseur a plané par-dessus, je signe la lettre moi aussi. Puis mais j'avais comme il y a de quoi qui m'a arrêté finalement. T'sais. Puis après ça, j'y ai repensé un peu plus. Puis il y a plein de choses qui m'arrêtent. D'abord, oui, je pense qu'il faut le faire. Là. Faut prendre le temps d'y réfléchir, faut se donner les moyens de le faire. Ça me semble être une évidence. Mais ça nous détourne effectivement des problèmes actuels de l'intelligence artificielle, notamment le fait que c'est une industrie qui est très, très concentré dans les mains de quelques joueurs. Ça, faut regarder ça absolument. Faut regarder ça, oui. Oui, c'est clair. Avant de regarder les risques spéculés à long terme, c'est ça qu'il faut voir déjà. L'accès aux données, c'est juste les gros joueurs qui ont accès à ces données-là. C'est eux qu'on veut freiner pendant 6 mois. C'est eux qu'on veut freiner, pas l'IA, c'est ça. Il y a comme une espèce de... C'est ça, ça nous détourne un peu, je trouve, des vrais enjeux, si on veut. Puis c'est là que ça me tarabuste. Là. Il faut aller voir, par exemple, il y a un organisme dont le nom m'échappe dans le moment, mais qui a sorti un rapport sur le dialogue social entourant l'encadrement de l'IA, notamment en Europe. On n'a pas eu encore ça exactement ici au Québec, là, mais là-bas, leur réflexion là-dessus est avancée. Puis une des réflexions qu'ils font, entre autres, sur le High Level Expert Group, qui s'occupe qui planche sur la définition de l'intelligence artificielle, c'est la notion d'intelligence généraliste. Oui. Donc, General Purpose AI, si on veut. Puis, d'habitude, les systèmes d'intelligence artificielle sont étiquetés pour des applications précises qui permettent après ça d'adapter les codes réglementaires pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment est-ce qu'on partage les responsabilités, comment on évalue les risques. Mais on est loin d'une intelligence générale. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, l'intelligence, c'est pas tant une intelligence générale dont il est question, comme on voit dans les films, qu'une intelligence appliquée à des applications générales. Donc, des General Purpose AI. C'est pas exactement la même chose. Oui, je comprends. Comme GPT-3 ou GPT-4 qui peuvent être appliqués à peu près à plein de sauces, là, qui sont transversales mur à mur. Fait qu'on n'a pas encore il n'y a pas d'application spécifique, mais il pourrait en avoir. Puis les compagnies qui développent ces outils-là font vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts à très haut niveau pour faire en sorte que les cadres réglementaires ne stipulent pas General Purpose Artificial Intelligence. Ils veulent que la responsabilité de l'usage des produits qui développent soit transférée aux compagnies qui vont les utiliser. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'ils peuvent conserver l'autorité d'identifier si leur produit peut être partagé à grande échelle ou pas, si on peut créer des API pour leur modèle linguistique, puis ce genre de choses-là. Mais la responsabilité des torts qui pourraient être causés par ça est transférée
aux compagnies qui vont l'utiliser, puis aux utilisateurs, utilisatrices qui vont l'utiliser aussi. Fait qu'ils se déresponsabilisent complètement. Puis quand ils interviennent là-dedans, ils interviennent à très haut niveau. Ils interviennent pas ils interviennent pas dans le dialogue social public. Là. Ils interviennent derrière des portes closes, à grands coups de lobby, puis d'organisations qui sont là. Puis il y a des considérations qui sont géopolitiques là-dedans aussi, c'est-à-dire que s'ils font ça, un des arguments qu'ils ont, c'est si vous nous encadrez, ça va ralentir l'innovation puis le développement, puis là, la Chine va vous battre. Puis ça, c'est vraiment dangereux. Ouais. Ce qui fait qu'on est comme pris là-dedans un peu. Ça. Comment? C'est tellement présent, ça. C'est vraiment la phrase. Oh là là. C'est vraiment ça. Fait qu'il y a des enjeux géopolitiques là-dedans qui dépassent largement puis qui sont très réels, documentés, qui sont maintenant là, qui dépassent largement les risques qui sont identifiés dans la lettre ouverte qui était là. Puis dans ce sens-là, ça détourne notre attention des véritables enjeux, je trouve. Oui, peut-être. Hein. Shirley, qu'est-ce que t'es-tu pour la pause, contre la pause, signataire, non? Ben, je rejoins Fred. La lettre, est-ce qu'elle a fait beaucoup de bruit en France? Comme je vous disais un peu en off. Au Québec, c'était fou, là, mais... Ah ouais, nous, on est un petit peu occupés et préoccupés par d'autres sujets qui n'ont déjà rien à voir avec l'intelligence artificielle, premièrement. Le mot retraite, boum! Oui, voilà. Et donc, ça occupe quand même énormément de place dans les débats médiatiques. Éclipse médiatique. Toute la place. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'éclipses médiatiques. En plus de ça, comme je vous disais aussi, il y a d'autres actualités, enfin en tout cas le gouvernement et le Parlement mettent la priorité sur des choses en ce moment. Par exemple, là est en ce moment, d'ailleurs je crois aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, est débattue une proposition de loi sur la lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on est bien occupé. Et du coup, c'est cette vrai lettre-là, faites-moi. D'ailleurs, Yann Lecun, il me semble pas signer cette lettre-là, puis dans ses commentaires, semblait un petit peu mi-figue, mi-raisin. Donc, la nôtre, Joshua Benjo, a dit pour la lettre, là, donc le signer. Mais Yann Lecun, votre incarnation, l'intelligence artificielle, semble être plutôt avoir des réserves. Bah ouais, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu, c'est vraiment une vision un petit peu pessimiste de ce genre d'initiative, parce que bon, bien sûr, sur le principe, on ne peut que être pour. Mais ça, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qui est en question, c'est que, enfin, est-ce que on va avoir suffisamment d'intelligence humaine pour prendre cette initiative? Et là, tout de suite, presque unanimement, les gens répondent non. Et quand vous voyez, en plus, si je puis me permettre, certains des signataires que sont, je vais le citer, Elon Musk, on est quand même en train de parler de la personne qui balance une voiture dans l'espace et qui est en roue libre avec les algorithmes de Twitter. Du coup, je me dis, mais est-ce que lui, je lui donnerais peut-être une pause de 6 mois. Ouais, en fait, il faudrait des signatures pour que lui soit en pause, pas que lui signe des trucs de ce genre. C'est comme s'il s'achetait une espèce de, enfin, voilà, son service de com lui a dit, signe ça parce que ça va il faut que tu le signes. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné. Qui est pessimiste et qui, enfin, quand on en parle dans les médias, c'est un petit peu ce qui ressort. Par contre, j'ai vraiment hâte. J'en ai pas vu et j'ai pas pris le temps, j'avoue, de lire j'ai hâte de lire de la littérature, des prises de position, les prises de position. Oui, là, ça s'en vient. Là, on est dans le feu, là, on est à chaud, là. Donc, mais éventuellement, ce qu'on veut, c'est des textes qui prennent le temps d'y réfléchir, là, pas juste de commenter. Là. On le fait dans les médias parce qu'ils sont dans l'urgence. Là. Peux-tu commenter? Je vais commenter, mais j'ai rien à dire, j'ai rien lu encore. Je te dis. Non, mais là, et sur le fond, moi, là, ce dont j'ai vraiment envie de lire, c'est les prises de position de l'Union européenne là-dessus, qui, justement, est en train de pondre, de manière inédite, de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai très, très envie, eux, de connaître leur position. Vraiment. Sylvain, pause, pas pause, tu veux-tu prendre une pause de 6 mois? Tu considères-tu que tu fais de la recherche en intelligence artificielle puis qu'on t'imposerait une pause de 6 mois? Qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, en fait, c'est la réflexion que je m'étais faite aussi. Je me demandais, je suis pas contre l'idée, là. Je veux dire, on peut pas être contre les bonnes intentions.
Mais en même temps, je me demandais je me questionnais sur la faisabilité de ça, surtout sur le comment. En fait, comment on fait pour appliquer un moratoire comme ça? Je veux dire, si on prend les chercheurs individuels, ça veut dire ceux qui font qui sont au doctorat en ce moment, au postdoc, ou qui font de la recherche, ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur ces modèles de langage-là. Je veux dire, ils font quoi? Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils travaillent sur un autre sujet comme ça. Je veux dire, comment on fait pour appliquer ça? Et ensuite, on leur dit arrêtez, puis ils vont arrêter de penser, de lire, de commenter. Exactement. Donc là, je me questionne sur le plan individuel. Oui, vas-y, Shirley. Shirley, moi, j'ai une idée parfaite. Pour toutes ces personnes-là, tous ces chercheurs et chercheuses, des vacances de 6 mois sous les tropiques payées par Elon Musk. Ah, voilà. Pardon, mais... OK. Je suis sûr je vais aller signer la lettre. Ouais, tu viens de changer le sujet de mon doctorat. C'était important voilà, je tenais à le dire parce que je pense que j'ai la bonne idée. Voilà. OK, c'est la bonne idée. Sylvain, continue. Donc là, c'est ça. C'est comment on fait pour appliquer ça? Parce on parlait des gros joueurs. C'est évident. Ça, je pense que c'est plus facile peut-être de contraindre les gros acteurs. Mais encore là, comment on le fait? Est-ce que on leur donne pas accès? Je veux dire, est-ce qu'on interdit ChatGPT, par exemple, en Europe ou au Canada? Comment on fait ça? Ou on empêche les entreprises en fait de bloquer? On essaie d'introduire des obstacles au développement à l'innovation technologique. Donc, ça me questionne. Puis en même temps, je rejoins un peu le propos de Frédéric tantôt, c'est que c'est la question, il y a des préoccupations géopolitiques en arrière de ça et même de rivalité entre les entreprises. En ce moment, on sait, par exemple, quand on regarde l'historique des réseaux sociaux, par exemple, que Facebook n'était pas le premier réseau social à arriver, mais c'est lui qui s'est implanté dans les mœurs, dans les habitudes comme ça. Ouais. Donc, c'est très important, non seulement la qualité du produit, mais celui qui réussira à rentrer dans les habitudes. Et en ce moment, Microsoft a une longueur d'avance là-dessus. Donc, si on veut proposer un moratoire comme ça voudrait dire à Microsoft de pénaliser cette entreprise-là. Pendant ce temps-là, les autres, par toutes sortes de moyens détournés, peuvent essayer de combler leur retard. Donc, pourquoi et comment, sous quel prétexte une entreprise privée accepterait ça? Je veux dire, ça m'apparaît déjà là un problème. Puis ensuite, s'il y a un moratoire sur les GAFAM, par exemple, il n'y a rien qui empêche, évidemment, d'autres entreprises dans le monde, éventuellement, de parler de la Chine, parler de la Russie, peut-être de sortir un modèle comme ça. Et puis, à ce moment-là, ça sera pas... prendre le lead. Exactement, c'est comme se tirer dans le pied. Donc, j'ai de la misère à voir, encore une fois, c'est des bonnes intentions, mais j'ai de la misère à voir concrètement comment ça peut s'appliquer. Puis si on essaie de voir des précédents, c'est difficile d'essayer d'encadrer ou de freiner le développement technologique. Je veux dire, une fois que le nucléaire a été développé, on ne peut pas le remettre dans la boîte. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le remettre dans le tube. On peut essayer de l'encadrer, mais... Oui, c'est vrai. Fred, tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, en fait, le simple fait qu'on pose la question de comment est-ce qu'on peut intervenir là-dessus, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, je veux dire, c'est nos données. Les données se produisent pas d'elles-mêmes. C'est des données qui sont produites de manière historique, là, ou en tout cas au moins socio-historiquement, je vais dire. Comme ça, les données qui sont utilisées, qui visent à comprendre nos comportements, puis nos réflexions, comment on raisonne, comment on produit du discours, ce genre de choses-là. Je veux dire, il doit y avoir des gens qui ont pensé à ce qu'on peut faire avec ça. Le nerf de la guerre, c'est les données dans ce cas-là. Pourquoi pas, on peut leur donner on peut leur faire un faux dilemme, peut-être qu'ils vont l'acheter, ou bien on nationalise les données, ou bien vous nous payez des vacances dans le sud pendant longtemps. Ils vont te répondre ni un ni l'autre. Non, c'est ça, exactement. C'est ça la crainte. Mais le fait qu'on soit pas capable de penser des voies de sortie, moi, je trouve que ça en dit déjà long sur l'état des choses actuelles. Là. Ça reste dans l'intention, puis l'intention est bonne, le comment, et il reste à définir. Peur de toucher à ces gros joueurs-là, là. Tu sais, quand je fais du conseil auprès de PME ou d'organisations comme ça, là, leur souhait souvent qui énonce, là, c'est on veut faire comme Amazon. C'est comme devenu des services publics, tu sais. Fait que on veut ça, on veut cette efficacité-là, on veut cette performance-là. Fait que ça fait que dès qu'on se dit, hey, faudrait qu'on arrête ça, faudrait qu'on freine le développement, mais là, on est perçu comme de la résistance au changement. Dans mes recherches, là, quand je parle à des gens puis que je fais des entretiens, là, la résistance au changement, là, c'est la honte, là. Il y a personne qui veut avoir l'air de résister au changement. Puis ça parle beaucoup sur un état de choses, un état de fait social, je dirais.
Ouais. Je suis contente que tu l'évoques parce que je trouve que c'est très 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 présent en France et bon bah du coup si tu le dis aussi ça veut dire que c'est mondial quoi. Oui, si tu poses trop de questions, tu deviens un obstacle à la technologie qui devrait évoluer d'elle-même. Puis pourquoi tu t'imposes en frein? Moi, ce qui m'inquiète dans la lettre, je suis pas inquiet. Je vais dormir ce soir encore une fois là, vous me connaissez. mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est que je trouve que ça pointe. Puis la couverture médiatique pointe aussi dans cette direction-là. Là, c'est que ça pointe encore une fois vers des risques. Puis Fred en parlait un peu plus tôt, là, c'est-à-dire que ça parle encore de promesses spéculatives, puis de risques qui sont à la même hauteur là, que les promesses, là, je dirais, là, ou qui sont anticipés comme étant à la même hauteur que les promesses. Puis tout ça, je trouve que ça fait un débat qui est vraiment étrange. On a parlé du hype en intelligence artificielle, on va en reparler aussi. C'est-à-dire qu'on promet vraiment très, très gros, puis à partir de là, on se met à imaginer des problèmes puis des risques qui sont exactement de la même envergure, là, très, très, très gros. Puis là, je trouve que la lettre finit par confirmer tout ça. Là. C'est-à-dire que dans la lettre, bon, il y a certains arguments, là, ça verse carrément dans l'argument de la perte de contrôle. Le risque existentiel. Dans la lettre, il est là, c'est-à-dire qu'une nouvelle forme d'intelligence artificielle pourrait quasiment nous remplacer. On parle du remplacement le grand remplacement des travailleurs. Là. Ça aussi, c'est une des craintes. Puis ça reste des problèmes qui sont intéressants intellectuellement, là, mais ça semble être quand même loin des risques, des vrais risques. Puis par vrai, là, je veux dire les risques qui sont ciblés par les experts du domaine en ce moment. Là. Donc, je les rencontre une fois aux 2 semaines depuis 3 ans. Là. Donc, je commence à les entendre, les risques. Là. Puis les risques, il y en a des vrais risques. Les risques sur la sécurité des données, confidentialité, les risques environnementaux, on en parle trop peu, mais sont là. Les risques sur la fiabilité de l'outil, le risque explicatif, là, on a de la misère à la boîte noire. Là. Donc, tout ça, c'est des vrais risques. Puis ce que je crains, c'est que l'idée de faire planer maintenant un moratoire, de demander un moratoire, ça risque de confirmer un peu des peurs spéculatives, donc des peurs qui sont plaquées sur les promesses spéculatives, donc des peurs que le hype en intelligence artificielle a lui-même généré. Donc le hype, là, on ne s'amuse pas avec le hype. Là. On utilise le hype peut-être pour aller chercher du financement, mais à la fin, ça peut générer des peurs qui sont d'à peu près même dimension d'envergure. Puis je trouve que la lettre, moi, les dommages à long terme là, que je pense que ça peut faire, c'est confirmer au grand public là, que souvent, ces peurs-là, là, c'est un peu confus, les peurs spéculatives puis les peurs concrètes. Là. Puis c'est confus. Puis ce que je crains, c'est que la lettre confirme ces peurs-là, puis confirme que, ah oui, c'est vrai, mais j'ai toujours peur que l'intelligence artificielle remplace tous les travailleurs, puis qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle générale qui nous remplace. Puis là, la lettre, quand on voit des chercheurs qui disent on demande un moratoire, peu importe les vraies raisons, les vrais risques qu'ils ont derrière la tête là, au moment où ils font ça, j'ai peur que dans le public, ça laisse des traces. Parce que tout à l'heure, là, vous en parliez, là, des moratoires puis de la difficulté à les mettre en œuvre. Moi, j'ai vu c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu nerveux, c'est le moratoire moi, j'ai vu avec les OGM, là, donc le clonage, la biotechnologie. Il y en a eu un moratoire à un moment donné en disant ça va faire la manipulation génétique, on a peur de perdre le contrôle. Puis je l'ai vu, les dommages que ça peut faire sur la recherche dans ce domaine-là. Là. Donc, on coupe le financement, on se met à mettre toutes sortes de barrières, le consensus social se met à décrocher. Puis, pour un champ de la recherche, là, ça peut, à long terme, ça peut faire de vrais dommages. Là. J'ai l'impression que, en tout cas, cette lettre, elle a pour seul effet de confirmer, enfin, de montrer à quel point ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu les bonnes conversations, les bons débats, qu'on a ignoré volontairement, hein, bien sûr. En tout cas, certaines personnes ont ignoré. Tu faisais référence notamment aux questions environnementales dans le numérique, typiquement. Typiquement, ça fait 20 ans qu'on devrait en parler et que ça devrait être sur le devant de la table et que ça émerge un petit peu et difficilement et qu'on va vous rétorquer derrière que le progrès technique est en jeu si jamais vous avancez ça. Donc, ouais. Mais il va falloir la poser. D'ailleurs, c'est notre dernier dossier là, de fin de saison là, sur les enjeux environnementaux. Puis, j'ai commencé à lire là-dessus, évidemment, puis documenter mon
mon dossier, puis les enjeux, voulez-vous des vrais risques, des vrais problèmes, des enjeux environnementaux, là, c'est là, faire rouler GPT-4, GPT-4, là, le faire rouler, là, il y a des enjeux environnementaux derrière ça. Là. Pour faire rouler tout ça, il y a du charbon là, qui a été brûlé. Peut-être pas. Ça me fait penser à l'étude d'impact du projet de loi pour les JO. Sous impacts sociaux, ils ont marqué impact environnementaux, néant. Point. Voilà, il n'y en a pas. Wow. Ouais, pas. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement méprisant en plus. C'est le mot néant. Surtout pour ceux qui travaillent dans le domaine, la chercheure que je vais rencontrer a fait ça, là, calculer les risques puis les problèmes environnementaux générés par le numérique en général, là, mais l'intelligence artificielle aussi, ces serveurs-là, les mégabanques de données, tout ça, là, il y a un coût pas juste social, mais environnemental. Puis ça, à un moment donné, il va falloir vraiment en parler pour de vrai. Oui, il y a tout un travail de marketing à détricoter. Là. C'est, par exemple, de toute évidence, dans le document que tu nommais, Shirley, pour eux autres, le nuage, c'est vraiment dans le nuage. Là. La chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, elle n'existe pas du tout. Là. Tout ça, c'est dans le nuage. Là, quelque part, ça flotte. Il n'y a pas d'infrastructure. Ça coûte rien, c'est de ça coûte rien, c'est super. Mais moi, tout ça, là, ça me fait penser un peu... Un nuage de boucan, c'est ça qu'ils devraient imaginer. Voilà. Ça. Connaissez-vous le modèle de Cotter? Le modèle de Cotter, K-O-2-T-E-R. C'est un modèle qui est super connu en gestion de changement, en fait, quand on est en management. Là. Puis c'est un modèle en 8 étapes. La première étape, c'est créer un sentiment d'urgence. La lettre ouverte qui est sortie, c'est à ça qu'elle sert. Moi, c'est là que je vois son utilité. Elle crée un sentiment d'urgence en disant là, hey gang, faut vraiment qu'on ait une discussion là-dessus. Puis elle permet d'imaginer des futurs possibles, si on veut. Mais c'est des futurs possibles. Quel problème, c'est ça? Comment? Mais pour régler quel problème? C'est ça, exact. Mais ça nous amène à penser le futur alors qu'il faut le penser dans le présent, le problème. T'sais. Puis c'est là qu'il faut démonter, détricoter le battage médiatique, le hype autour de l'intelligence artificielle. Puis c'est ça que la lettre, je suis d'accord avec toi, Jean-François, ne fait pas ou contribue pas à faire. En fait, au contraire, elle crée un sentiment d'urgence, mais à partir d'une espèce d'imaginaire imaginé. Puis c'est un imaginaire imaginé, ça se dit super bien, mais c'est un... J'adore ça quand même. C'est quand même, hein. C'est un futur possible qui est imaginé d'abord par Hollywood puis la Big Tech, si on veut, tu sais. Puis là, c'est qui est le plus en mesure de répondre à nos anxiétés dans le futur? La Big Tech. OK. Fait que, tu sais, là, on va vouloir encadrer la Big Tech pour que la Big Tech fasse un travail responsable. Puis là, soudainement, les autres, ils peuvent reprendre ce message-là puis le réorienter de façon à dire, on comprend vos anxiétés, on comprend pourquoi vous vous sentez comme ça, on va développer des mesures, des guides d'évaluation de l'incidence algorithmique. Puis on va s'assurer que nos produits sont corrects. Puis là, on va former une coalition avec le gouvernement, avec les acteurs sociaux, les acteurs organisationnels, le privé. De cette discussion-là va émerger une espèce de vision qu'on va mettre de l'avant pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, ce qui va faciliter à communiquer la vision qu'on a d'un futur où chantant, là, qui sent tout le temps le patchouli puis le parfum de quelque chose dans lequel les gens vont pouvoir entrer et sortir du travail comme ils le souhaitent. Puis tout ça, à partir de là, on va pouvoir penser à un plan d'action qui va nous amener à avoir des quick wins, puis comme ça, tranquillement, pas vite, par la technologie, par l'intelligence artificielle, par les grandes compagnies technologiques qui font ça, puis par cette expertise-là particulière, on va émanciper le genre humain. Ben oui, c'est là, ça. Vous avez les 8 étapes du cycle de Cotter, puis vous avez aussi les objectifs de OpenAI, puis de l'Institute for Life, qui est un institut qui est souscrit à une éthique long-termiste. Puis dans les éthiques long-termistes, c'est comme une espèce d'utilitarisme cosmique, là, ou conséquentialisme cosmique. On imagine que chaque personne est un contenant de valeur, qui peut être optimisé ou pas, capital humain, mettons. Là. Fait que chaque personne est un contenant de valeur sur lequel on peut investir. Mais si on prend les contenants de valeur aujourd'hui sur la Terre, les 8-9 milliards d'êtres humains qui sont là, on dit voici 8-9 milliards de contenants de valeur sur lesquels il faudrait investir en réglant les problèmes de pauvreté, les changements climatiques, etc. Mais imaginez, en fait, dans 5000 ans, si on a bien fait ça, il va y avoir combien de contenants de valeur de plus? Donc, le futur, en termes de quantité de contenants de valeur humain, si on veut, est plus valable, a plus de valeur que le quotidien aujourd'hui. Fait qu'il faut investir sur les technologies qui vont nous propulser vers l'avenir, qui vont émanciper les contenants de valeur humains du futur, si on veut.
Au détriment peut-être des contenants de valeur. Oui, au détriment des contenants de valeur actuels. C'est ça. Qui sont des espèces de notes de page dans le bas de l'histoire, là, un fait divers quelconque. Puis cette lettre ouverte-là est bonne pour ça, mais elle conduit un peu vers ça. Elle vient comme appuyer, si on veut, la philosophie derrière l'éthique, derrière l'Institut, The Institute for Life, là, qui a été financé d'ailleurs par des gens qui souscrivent à cette philosophie-là, notamment Elon Musk, OpenAI, etc., puis les grands de la tech. Oui. Écoutez, dossier à suivre. On refera des épisodes d'actualité si ça évolue rapidement dans ce domaine, mais sinon, là, ça risque d'être ça, là, le buzz, là, c'est-à-dire qu'il y a une belle crise cette semaine, puis après ça, on va prendre le temps de digérer puis de faire du sens avec tout ça, mais on va suivre ça pour vous. Donc, c'est pas un nouvel hiver là, qui est annoncé en intelligence artificielle, mais disons que hier, j'ai senti un petit vent du nord-est là, dans le cou, parce que je me disais, ouais, une pause imposée en intelligence artificielle, ça se peut que ça mette un frein, en tout cas, au financement. J'ai hâte de voir les prochaines vagues de financement, parce que ça ne sera pas refroidi un peu par tout ça. Pause ou non en intelligence artificielle. Donc, parlant de pause, nous ne ferons pas de pause. Parce qu'on va être de retour la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de publier celui-là aujourd'hui, puis un autre épisode la semaine prochaine, pourquoi pas. Donc, un épisode que j'ai enregistré, qui est déjà enregistré avec Guillaume Dandurand puis Marek Blottière, une discussion justement autour du hype en intelligence artificielle puis de l'hyper-enthousiasme médiatique. Donc, une analyse là, de la couverture médiatique puis du hype. C'est super intéressant la discussion qu'on a eue avec eux. On a parlé entre autres des risques puis des peurs qui sont associées, qui sont souvent, je le disais un peu plus tôt, la contrepartie de ce beau hype-là. Donc, la peur une peur qui a tendance à être, je le disais un peu plus tôt, à la même hauteur que les belles promesses annoncées. Puis ça, ce sera notre prochain épisode. Il est enregistré. Bien hâte de vous faire entendre ce bel entretien plutôt avec Guillaume et Marek. Sinon, ben c'est terminé. C'est assez pour ce 57e épisode de Dia Café. Merci à mes fidèles collaboratrices, collaborateurs. Merci à Fred Plamondon d'abord. Merci. De rien, pas tout, ça me fait plaisir. Merci à Shirley Plumerand. Merci à vous tous. Et Sylvain Munger. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Merci encore d'être si nombreux à suivre notre enquête sur la recherche en IA. Partagez notre podcast, parlez-en, commentez nos publications, c'est le fun de vous lire. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Bye bye.